Acá hay de todo. Tenemos los 4 climas durante el año. Ici, on a tout. On a les 4 climats, des minéraux, de la viande, du pétrole, tout ce que vous voulez. Le seul problème, ce sont les gens. Il y a une blague comme ça. Au moment où Dieu a réparti les richesses du monde, quand cela a été le tour de l'Argentine, il a dit « On va lui donner du blé et du pétrole ». Alors Saint-Pierre lui dit « Seigneur, il me semble que vous leur donnez beaucoup à ces gens ». Mais Dieu lui répond « Oui, mais tu ne sais pas quels gens je vais mettre dans ce pays ». Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen hambre. Nadie tiene que defenderse por haber ganado una guerra justa. Para compartir la alegría. En ce mois de novembre 2001, il fait chaud à Buenos Aires. C'est l'été austral. Les rues éclatent de lumière, les trottoirs regorgent de musique. Mais sous le soleil radieux, la crise menace. Une crise d'un type nouveau, comme on n'en a jamais connu. En fait, c'est l'accumulation des malchances, la loi des séries. 3 années consécutives de récession, baisse de la production, baisse de la consommation, chute du PIB, un chômage qui agresse 30% de la population, et pour parachever l'agonie, une dette extérieure qui paralyse le pays. Une dette, oui, nous y reviendrons. Mais de combien? 150 milliards de dollars. Des dollars, car depuis 1990, l'Argentine a choisi la voie de la parité. 1 peso égale 1 dollar. Samedi 10 novembre, au stade de la Bombonera, on se presse en grand nombre. On est venu rêver de nouveau. Un dieu est sur la pelouse, Diego Maradona. Soudain, c'est presque comme avant la crise. Ce même jour, le président Fernando de la Rúa prend l'avion de la dernière chance, direction Washington. Au programme, une rencontre avec George Bush Jr., 43e président des États-Unis. Objectif? Inciter les banquiers du FMI à un dernier prêt d'1 milliard de dollars. Con la convertibilidad, un peso vale un dólar, de modo que todos tienen asegurada la paridad cambiaria. Les intérêts de la dette sont le nœud du problème. Au Parlement, on s'est engagé à réduire les dépenses publiques du pays. Le FMI demande plus. Déficit, 0. Au gouvernement radical de négocier avec le vieux rival péroniste en charge des provinces les plus endettées du pays. L'impossible négociation va bien sûr échouer. Les péronistes affûtent déjà leur retour au pouvoir. Le FMI refuse catégoriquement tout nouveau prêt. Pour les milieux d'affaires, cette décision est une menace évidente. La fuite des capitaux commence. Des millions qui fileraient par camion. On viderait les caisses du pays. Le ministre vient annoncer au journal du soir sa solution pour stopper l'hémorragie. Todas las medidas
que hemos adoptado y las que podamos adoptar apuntan a darle seguridad y a premiar a quien confíe en la Argentina. Le cadeau de Noël du bon docteur Cavallo s'appelle Corralito. Traduction, les retraits bancaires sont verrouillés. Il entend sauver sa parité, coûte que coûte. C'est son pari. Vendredi, à quelques heures de la fermeture des guichets, c'est la ruée. Je suis arrivé à 7h30 du matin. À 8h30, ils nous ont dit qu'il n'y avait pas d'argent et qu'ils ne paieraient pas. Nous sommes très fatigués, vraiment très fatigués. Je ne crois pas que le peuple va rester longtemps tranquille. Il y en a assez de la fermer. Les banquiers évitent de se montrer. Le peso, lui, prend une première claque. La faute à qui ? Cette situation est chaotique. C'est la faute de Cavallo et aussi de tous ceux qui ont gouverné depuis la dictature militaire. Le gouvernement qui me pèse le plus en tant que péroniste, c'est celui de Menem et aussi les radicaux. Ce sont tous des incapables et des traîtres. Après autant d'années, la démocratie ne sert à rien. Les hommes politiques obligent le peuple à descendre dans la rue. Il n'y a pas de leader. Il n'y a personne pour faire front et remettre de l'ordre. Ce que nous avons, c'est une caricature. Nous avons une caricature au pouvoir. Ici, il se passe plein de choses dont on n'a pas idée à l'étranger. Dans la nuit du mardi 18 décembre 2001, c'est l'assaut. Les pillages dans tout le pays. Nous n'avons pas de travail, rien à donner à manger à nos familles, sans parler de Noël. Dans les quartiers populaires, des gens ont attaqué les supermarchés. Il est à peu près établi que ces gens ont été, on ne peut pas dire manipulés, mais disons incités à ces débordements par des mouvements politiques qui avaient tout intérêt à précipiter la chute de la Rúa, c'est-à-dire, pour le dire clairement, par le péronisme. Violaron una persiana y comenzaron a llevarse todos los productos, incluidos árboles de Navidad, bebidas alcohólicas y artículos de limpieza. La situación se registra en el mercado La Amistad y en el lugar no hay presencia policial. Quand ils ont vu qu'il y avait des saqueos, ils sont descendus du train, du bus, de voitures. C'est un désastre. Qu'ils prennent des produits de première nécessité, on peut encore comprendre. Mais ils ont pris des ordinateurs, tous les outils de travail, ils ont tout volé. Moi, je pense que les pillages ont été organisés. Le président de la Rúa sort la vieille recette de l'état de siège. J'appartiens à cette classe d'Argentins qui vivent en attendant la réaction du peuple. Ce jour-là, j'avais terminé mon travail au Congrès et je rentrais en voiture à la maison. Et une de mes filles me dit « Il y a du bruit. » Quel bruit? Il y a une manifestation. Écoute. Je me suis énervé. Quelle manifestation? Quel politique a appelé à cette manifestation? Bon, je suis sorti et je suis tombé sur un homme avec une casserole. De manière tout à fait spontanée, il y a eu un concert de casseroles extraordinaire dans les rues de Buenos Aires. On ne sait pas trop où ça a commencé. Ça a dû commencer à plusieurs endroits en même temps. Les gens ont commencé à se téléphoner en disant « Tu entends dans mon quartier ce qui se passe, etc. » Et ça a gagné toute la ville, et toute la ville est descendue dans la rue. Je manifeste car ils nous font mourir de faim. Et toute la ville s'est retrouvée sur la place de Mai pour protester, pour exiger la démission de Cavallo, le ministre de l'économie, et de la Rúa, le président de la République. Vous allez à la place de Mai? Il faut demander que plus personne n'ait jamais faim en Argentine. Des casseroles. L'Argentine fait la révolution des casseroles. Plus la casserole est vide, plus elle résonne. Une contestation inédite sur la place de Mai, face à la Casa Rosada, le palais présidentiel. En Argentine, contestation rime avec répression. Contestation, répression. Nous souffrons, nous sommes morts de faim à cause d'une classe politique qui ne sert à rien, ils sont inutiles. Et le drapeau, il est au peuple.
Le mercredi 19 décembre 2001 est une journée historique. En fin d'après-midi, le père de la parité peso-dollar, le docteur Domingo Cavallo, donne sa démission au président. Le lendemain, le président Fernando de la Rúa tente de constituer un gouvernement de coalition. En vain. Les péronistes ne sont plus pour très longtemps dans l'opposition. Le jeudi 20 décembre au soir, De la Rúa donne sa démission au président du Sénat, qui devient président de la République par intérim. Je suis persuadé que ma décision contribuera à la paix sociale et à la continuité institutionnelle de la République. La débandade est complète. Dans les 2 semaines qui suivent, 4 présidents se succèdent, 4 péronistes. La banda presidencial al doctor Eduardo Alberto Duhalde. Le dernier président en date annonce la dévaluation. C'en est fini de la parité, le peso ne vaut plus $1. En cette année 2001, l'été austral a lui aussi lâché l'Argentine. 31 morts, plus de 300 blessés, 2500 arrestations. La révolution des casseroles a résonné dans le monde entier. Le grand pays sud-américain, longtemps appelé le grenier du monde, entre dans une année noire. Les politiques sont KO debout. L'Argentine va-t-elle reprendre son souffle ? Une année passe, retour à Buenos Aires, 10 mois plus tard. Les 3 mois les pires de ce siècle, c'est moi qui y ai eu droit. Nous étions sans crédit externe, sans crédit interne, avec les banques en cessation de paiement qui ne pouvaient pas rendre leurs dépôts aux clients. Tout ce que nous pouvions faire était de payer les salaires, les programmes sociaux, les aides alimentaires et les urgences. Il n'y avait quasiment aucune autre dépense. Ensuite, on a commencé à noter l'effet de la correction de change, les impôts sur les exportations. Et logiquement, aujourd'hui, la situation fiscale n'a rien à voir avec ce qu'elle était en janvier. Il a bien fallu poser les casseroles, relever les manches et reprendre le travail autrement. Dans la panique, bon nombre de patrons sont partis du jour au lendemain. La maison Bruckmann fait partie des 175 entreprises à présent gérées par leurs ouvriers. Bruckmann est une entreprise de confection. Nous fabriquons des vestes pour l'export et des pantalons. Et nous continuons à faire notre travail sous notre propre contrôle. Les patrons sont partis le 18 décembre. Nous n'avions jamais imaginé qu'ils pourraient tout laisser comme ça. L'entreprise est une entreprise viable, où en cette période si critique dans le pays, nous sommes en train de vendre. Nous vivons, nous payons les dettes, nous pouvons produire, et cela signifie que l'entreprise est viable, que la fabrique, malgré tout, peut continuer. Nous ne voulons pas vivre d'un plan social, nous voulons travailler et gagner notre salaire. Mais le gouvernement n'apprécie pas que surgissent des organisations comme la nôtre. Nous générons un pouvoir parallèle au gouvernement, en donnant du travail, en générant des industries, en faisant les choses que le gouvernement a l'obligation de faire pour la communauté. Et si nous commençons, le peu que nous sommes, à faire cela, il est clair que nous représentons une menace pour le gouvernement. Mais cette autogestion est loin d'être la seule menace pour le gouvernement. Ailleurs, on a aussi posé les casseroles. À l'aide de formules massacrantes du genre « les routes sont les veines du capitalisme et nous les coupons », les chômeurs barrent les axes du pays, ce sont les piqueteros. Le mouvement piquetero en tant que tel surgit et se transforme en quelque chose de plus organisé à partir de l'occupation de Cutralco dans le sud de l'Argentine en 1997, à l'époque de Menem. Quand ils ont commencé à privatiser, beaucoup de chômeurs sont restés sur le carreau. Les gens sont sortis pour bloquer les routes et ils se sont organisés à travers des piquets et des assemblées. Quand le chômeur se retrouve dehors, que fait-il ?
Il ne peut pas s'approprier l'usine, donc il barre le chemin de la production. Pour nous, il n'y a pas d'alternative au barrage routier, et c'est pour ça qu'il dérange tellement le gouvernement, car cela affecte la production. Nous en sommes arrivés là à cause du gouvernement d'il y a 10 ans. Lamentablement, Menem a vendu les meilleures terres dans toutes les provinces. Dans toutes les provinces de la République argentine. Dans toutes les provinces, il y a des Yankees. Depuis mon enfance, j'ai travaillé toute ma vie. Et à 64 ans, je dois être ici. C'est une honte. Un pays riche, car ici nous avons de tout. Et nous, on doit être ici et mourir de faim. Il n'y a pas de collège, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a rien. Rien. À cause de Menem, ils sont nombreux aujourd'hui à le dire. Ils étaient nombreux à voter pour lui hier. À cause de Menem, qui a tout bradé, qui a tout privatisé. Carlos Saúl Menem, en qui l'on a tant cru, à qui on a tout confié. Para compartir la alegría de un renovado éxito del movimiento nacional justicialista, Doctor Domingo Felipe Cavallo. Avec son ministre de l'économie, le bon docteur Domingo Cavallo, pour contrer l'hyperinflation et avec la bénédiction du FMI, le duo magique met au point la parité. Ils arriment le peso argentin au dollar américain. Ils engagent l'Argentine dans la dynamique de l'économie ultralibérale. Menem, première époque, le président est brillant, l'inflation maîtrisée, la parité un succès. Il est réélu pour un deuxième mandat. Le FMI ouvre grand ses caisses. L'Argentine, meilleur élève de la classe. C'est la marche en avant d'un Menem grand patron de l'entreprise argentine. Le corollaire de cette réussite foudroyante, c'est le chômage, c'est la corruption. Menem est accusé, il doit s'expliquer, mais il n'échappe pas en 2001 à 6 mois de résidence surveillée, accusé de vente d'armes à un pays sous embargo. Menem, deuxième époque, c'est la misère des fins de règne. On chercherait en vain la splendeur. Le rêve d'une Argentine rutilante a fait long feu. La prospérité est rarement pour tout le monde. Ici, on est à une trentaine de kilomètres de la capitale, mais c'est en quelque sorte le dernier lien. Regardez la situation de tous ces gens qui vivent ici. Il n'y a pas d'eau courante, c'est un désastre. C'est comme ça dans tout Florencio Varela. Que fait le piquetero quand il n'est pas sur la route? Il va travailler dans une cantine communautaire, qu'il soutient avec son apport et sa lutte. Il participe aussi financièrement à l'achat de la farine pour la boulangerie. Avec les 15 kilos de farine qu'on prépare, on fait à peu près 18 kilos de pain. Quand nous avons commencé ici, nous n'avions rien. Quand nous sommes arrivés, nous n'avions pas de toit, nous n'avions pas de four, nous n'avions rien, rien du tout. C'est à cause de la crise que je suis là. J'ai 6 enfants, je n'avais rien. Je suis allée à la municipalité m'inscrire pour qu'ils me donnent une aide sociale. Mais il y avait une priorité, ils donnaient à ceux qui avaient 8 enfants. Ils ne pouvaient pas me donner parce que je n'en avais que 6. Ici, en revanche, j'ai trouvé ce soutien. Cela m'aide beaucoup. Je me sens épaulée. La plupart des gens ici ont une famille nombreuse, jusqu'à 8 enfants. Et bon, il devient impossible de les nourrir et de les habiller. Et c'est aussi une manière de faire face à la crise, et surtout de réaffirmer ce concept que nous avons imaginé quand nous barrons les routes, qui dérange tellement le système et le gouvernement. C'est pour cela que les cantines fonctionnent si bien, et qu'il y en a autant.
c'est un réel besoin de la population. Et pour beaucoup, c'est la seule manière de donner aux enfants quelque chose à manger. L'aide que nous envoie le gouvernement ne suffit pas. Il ne nous envoie de la marchandise que tous les 15 ou 20 jours. Quand il n'y a plus rien, on retourne dans la rue. C'est pour ça qu'on est toujours dans la rue. Y a-t-il un piquetero ici parmi vous? Qui? Qui d'autre est piquetero? Et c'est quoi un piquetero? Ils sortent pour barrer la rue. Et pourquoi est-ce qu'on barre les routes? Parce qu'ils ne nous donnent pas à manger et pas de travail. Boulangerie, fabrique de chaussures, de briques, de charpentes, ça foisonne de partout. On invente même une monnaie. Le club de troc a été médiatisé parce que c'était l'une des rares expressions positives de la société argentine. Nous, au club de troc, on a formé notre alternative. On s'est dit, pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas une monnaie entre citoyens pour que les gens puissent profiter des ressources? Après la crise de décembre, les 100 000 adhérents qui participaient au réseau de troc sont devenus en très peu de temps 1 200 000. En gros, les nouveaux pauvres qui se sont trouvés projetés dans ce processus d'exclusion ont fait irruption dans le réseau de troc et nous les avons accueillis. On leur a donné 50 créditos par personne et on les a invités à participer. Quand les aides sociales ont été mises en place, ces gens qui ont reçu 150 pesos sont partis des clubs de troc parce que c'était plus commode pour eux. Cela a provoqué un manque de gens et une augmentation de la masse monétaire qui s'est ajoutée à la falsification. Toutes les initiatives ne sont pas forcément gagnantes. Ce qui compte, c'est agir. Agir, réagir, survivre. L'Argentin a posé ses casseroles et essaie chaque jour les habits neufs de la citoyenneté. Nous accusons toute la classe politique. On veut qu'ils s'en aillent tous et qu'il n'en reste aucun. Je crois que plus aucun parti politique ne donne de réponse. Désormais, les gens commencent à habiter vraiment leur quartier, ce qui n'est pas la même chose que d'y vivre. Et nous avons commencé à nous connaître et à nous occuper de nos problèmes. Les gens ont commencé à se réunir dans les rues du quartier pour poursuivre la protestation des 19 et 20 décembre en cherchant une manière de canaliser la rage. Il s'agit d'arrêter de se plaindre et de passer à l'action. Toutes les décisions sont prises par consensus. Chaque membre de la communauté de quartier compte pour une voix. Nous croyons que le pouvoir ne se prend pas, mais se construit. Nous avons un certain pouvoir d'agir. Le problème de la famine se fait de plus en plus criant. Dans un pays capable de produire 350 millions de rations alimentaires, 35 millions d'Argentins n'ont pas assez à manger. Qu'est-ce qui nous arrive ? Dans un irrésistible désir de vie, le pays se transforme un peu partout en laboratoire. Nous sommes en pleine action préventive sur ce que nous appelons ici à Buenos Aires les cartoneros. Les cartoneros sont un nouveau phénomène social apparu dans notre pays, dont le travail consiste à fouiller les poubelles à la recherche de papier, de carton, qu'ils collectent puis revendent à des grossistes. Grâce à une initiative des voisins, au lieu de les traiter comme des délinquants en train de commettre des actions illicites, nous les considérons comme les victimes d'une crise et on leur fait un vaccin. La plupart des familles qui viennent arrivent de la province de Buenos Aires. Ils viennent en train ou en camion, mais le plus souvent en train.
Parce que la société de chemin de fer met à leur disposition un train spécial pour venir à Buenos Aires avec leurs chariots. Le problème, c'est qu'on a aussi des chômeurs parmi les cartoneros. Il y en a tellement qu'il n'y a pas assez de cartons pour tous. Moi, je récolte de tout. Du plastique, du verre, tout ce que je peux trouver dans la rue, je le prends. C'est toujours de l'argent, pas beaucoup, mais c'est de l'argent. Celui qui veut travailler, il se débrouille. Parce que le pire, c'est de faire des choses qu'on ne devrait pas faire. Ce qu'on fait, c'est de la survie. Et ici, c'est le plus fort qui survit. C'est un travail de dingue. Chaque soir, les cartoneros sont rendez-vous avec le dernier train de nuit, le train fantôme. C'est un train unique au monde. Sans lumière, sans chauffage, mais surtout sans fenêtre et sans banquette, pour avoir le plus de place possible. C'est le train de ces 30 à 40 000 nouveaux pauvres, dont l'outil de production s'appelle désormais poubelle. Dans la situation actuelle, les enfants n'ont aucun avenir. La jeunesse ne vit pas son adolescence et n'en profite pas. Il n'y a rien à manger. Il y a des gens qui mangent dans les poubelles. Ce pays est en pleine décadence. Il a été si riche et maintenant il est en pleine décadence. C'est terrible de voir ça. Chaque nuit, le train fantôme repart avec son plein de voyageurs. Le plus loin possible de Buenos Aires. Le plus loin possible des cinémas, des terrasses de café. Le plus loin possible de l'avenue du 9 juillet, l'avenue la plus large du monde. Le plus loin possible des quartiers d'affaires, de leurs enseignes, de leurs raisons sociales. Et pourtant si proche des contestations de la Casa Rosada et de la place de Mai. Loin de tous les quartiers chics et de leurs nouvelles obsessions, la sécurité, le contrôle, la répression. Lutter en priorité contre la recrudescence de l'insécurité et des enlèvements et mettre tous les moyens en œuvre pour prévenir et mater la contestation. Contestation, répression. Contestation, répression. En première ligne des manifestants, il y a Dario Santillán. Celui-ci rejoint le groupe. Les piqueteros tentent de s'organiser. On y était. On savait qu'il y aurait de la répression. Et on a laissé les femmes et les enfants à la maison. Mais ce qu'on n'avait pas prévu, c'est que la répression serait aussi dure. Tandis que Santillán dirigeait un groupe de piqueteros, le commissaire de police Franciotti dirigeait les opérations de répression. Contestation, répression. Dario est resté pour porter secours à Maxi qui perdait son sang. Un policier l'a visé et lui a tiré dans le dos au moment où il allait partir. Dario, c'était un compagnon qui militait, qui travaillait beaucoup. Et c'est ça notre mouvement, avec les compagnons. L'idée d'aider les autres. Et je crois que Dario a démontré que ce que nous faisions tous quotidiennement, c'était d'être des compagnons de tous les instants. Des moyens impressionnants opposés au cortège de manifestants. Eux sont venus soutenir une illustre figure de la contestation argentine, Estela de Carlotto, victime en septembre 2002 d'un attentat dont on n'a pas retrouvé les auteurs. Qui voulait-on éliminer ?
une des grands-mères de la place de Mai, célèbre dans le monde entier, en lice pour le Nobel de la paix. Il était 4h moins le quart du matin quand j'ai entendu une explosion terrible. Et j'ai vu le désastre. Les impacts de balles, les verres brisés, les balles qui avaient traversé la maison en ligne droite et à hauteur de corps. Qui sont-ils? Toujours les mêmes. Ceux qui, à cause des lois d'impunité, croient qu'ils peuvent continuer à faire la même chose. Pourquoi? Pour répandre la peur, le chaos. Quand les gens ont peur, ils se tiennent tranquilles, ils ne disent rien et laissent le champ libre à ces exactions. Personne ne va apporter de capitaux ni d'industrie dans un pays où règne l'insécurité. Les forces de sécurité poursuivent les actes de la dictature. Il y a encore aujourd'hui des délits restés sans sanction pénale à cause des lois d'impunité. Et malheureusement, ces pratiques se transmettent et persistent. Les lois d'impunité décrétées pour pardonner d'un coup la somme de crimes, pour tirer un trait sur un cauchemar de 8 années, pour oublier les militaires de la junte, une junte qui vole le pouvoir à une démocratie impuissante un jour de 1976. La junte du général Videla et de ses sbires, qui, face à la subversion, déclenche dans le pays la croisade morale, avec son cortège d'arrestations, d'emprisonnements, de tortures. La junte, soutenue par une classe moyenne hébétée, muselée. La junte et son grand voisin du Nord, apprenti sorcier, 30 000 disparus. Contestation, disparition. Argentina sufrió una guerra que dejó las consecuencias lógicas de toda guerra. Y esa verdad no la ocultamos, lo hemos dicho públicamente. Una madre, Azucena Villaflor de Vincenti. Un jour, une mère qui recherchait son fils s'est dit « On ne peut pas rester séparés, on doit se réunir ». C'est ainsi qu'un groupe de femmes désespérées a décidé de venir ici même, sur notre chère place de Mai, en pleine dictature, pour parler avec le président Videla, qui était le président de la répression. Saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. No sabemos nada. Y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. C'est ici qu'a eu lieu la première ronde des maires de la place de Mai. Et jusqu'à aujourd'hui, tous les jeudis après-midi, qu'il pleuve ou qu'il vente, nous venons ici et nous y viendrons toujours. Pour lutter contre ce cri obstiné dont l'écho résonne partout dans le monde, les militaires jouent la diversion et engagent l'Argentine dans la guerre des Malouines. Destinée à devenir un enjeu national, celle-ci se transforme en cauchemar pour des soldats inexpérimentés. L'impitoyable armée britannique bombarde l'adversaire et ses vaisseaux. Bilan de l'opération, des centaines de morts. Une guerre pour rien. À la Casa Rosada, le président suivant s'appelle Raúl Alfonsín. Les Argentins veulent que les militaires rendent des comptes. 8 années de dictature, 2 mois de guerre. Justice doit être faite. Alfonsín s'y engage, du moins en apparence. Alfonsín plantea juicio y castigo a los militares. Alfonsín a été à l'initiative du procès des militaires. J'étais le procureur durant ce procès. Et en Argentine, beaucoup étaient contre, y compris ma propre mère, car beaucoup de gens de la haute société avaient appuyé le gouvernement militaire. Le procès des militaires a été une période très tendue, mais quand les gens ont commencé à se rendre compte de ce qui s'était passé, la mentalité des Argentins a changé. Si tiene usted algo que agregar en su descargo, el tribunal le otorga la oportunidad para hacerlo. Nadie tiene que defenderse por haber ganado una guerra justa. Señores jueces, nunca más. Nosotros teníamos pruebas contra más de 1.500 personas. Nous avions des preuves contre plus de 1500 personnes, mais la plupart étaient encore dans l'armée. Alfonsín a joué double jeu. Il disait aux généraux qu'il allait arrêter le procès, mais en public il disait l'inverse. Il a tenté de résoudre ce conflit par une loi réduisant la durée des enquêtes
si bien que les juges, en un temps réduit, ont quand même inculpé 500 officiers. Cela a provoqué une rébellion militaire qui a abouti à une loi d'Alfonsine, selon laquelle les militaires d'un rang inférieur à celui de colonel n'étaient plus passibles de poursuite. C'est ainsi qu'Alfonsine a manqué à la parole qu'il avait donnée à la société civile. C'est lamentable. Ce procès a été balayé par les lois dictées par Alfonsine, puis par Menem, qui les a tous remis en liberté. Mais ils avaient déjà été escratchés, c'est-à-dire dénoncés et jugés par la population. On ne légifère pas le pardon. La deuxième génération est là pour tatouer les maisons des assassins de la première et gifler avec ses chansons une justice honteuse. Ce qui n'est pas fait reste toujours à faire. La marca que vamos a dejar no es por ustedes, sino que el único responsable es Juan Martín Yedro. Y él es quien debe hacerse cargo de quitarla. ¡Policía Federal! ¡Policía Federal! Déchiré, rapiécé de partout le mythe argentin, peut-être, pas si sûr. Un pays pareil a de la ressource. Et après tout, il suffit de n'importe quel bout de trottoir pour qu'en quelques pas, on renoue avec l'élégance. La culture ne s'efface pas d'un trait. L'Argentine est un pays riche, c'est un pays majeur du commerce américain, par son industrie bien sûr, mais surtout par son agriculture et son élevage. Il est au 5e rang mondial des exportations agricoles. Ces terrains faisaient partie d'un domaine beaucoup plus vaste, de 100 000 hectares à l'époque. Aujourd'hui, il n'en reste que 4 000 hectares qui appartiennent à la famille Rodríguez Larreta. Ici, on fait de l'agriculture, de l'élevage de troupeaux pour la production de viande et la reproduction de la race Angus, dont nous vendons toute l'année les taureaux reproducteurs au pédigré le plus pur. En réalité, l'Argentine mange 80% de la viande qu'elle produit. Elle n'en exporte que 20%, ce qui est insuffisant. Je crois que la grande erreur de l'Argentine et la grande cause de la pauvreté, c'est justement que nous n'avons pas su exploiter nos nombreuses ressources. Tout le monde sait bien que la production est à la source de l'économie et génère des richesses. Notre priorité absolue devrait être de produire, et non pas ce que font les politiques, qui n'ont pas d'autre but que de se maintenir au pouvoir, au lieu de générer les richesses pour le pays. L'Argentine a été un pays de rentiers. La terre et la production agroalimentaire donnaient un rendement exceptionnellement haut. La viande, le blé, les fameuses prairies argentines lui ont donné d'excellents revenus. Tout cela a créé un état d'esprit vraiment difficile à changer. Pourquoi d'ailleurs changer ? L'Argentine s'est fondée sur un projet de société. Construire une nation sur un désert, parce que la terre est généreuse. À la fin du 19e siècle, des millions d'immigrants vont affluer.
On vient faire fortune en Argentine. Les villes ressemblent bientôt aux villes européennes. Jusqu'à ce qu'au lendemain de la crise de 29, le pays soit réveillé par le premier coup d'État. Les militaires, aux ordres d'une oligarchie toute puissante, instaurent 10 années de régime musclé appelé la décade infâme. Et un jeune colonel vient causer dans le poste, Juan Domingo Perón. Ce jour-là, pour vous raconter l'anecdote, nous étions à table et nous entendions à la radio cet homme, jeune, qui parle en faveur des droits des travailleurs. Je me rappelle encore le geste de mon père. Il a posé ses couverts et il a dit « Si ce que dit cet homme est vrai, alors je veux être péroniste ». Ils vont bientôt être des millions à devenir péronistes, à croire en ce militaire de carrière, ce nationaliste qui s'engage immédiatement auprès des plus pauvres. Avec Evita, il met en œuvre une nouvelle redistribution des richesses que la bourgeoisie encaisse mal. La starlette devient la muse du président, elle l'inspire, elle le galvanise. Le peuple surgit en tant qu'entité politique et sociale sous le péronisme. De nombreuses conquêtes sociales comme les vacances, la durée du travail, les syndicats, le vote des femmes sont venus avec le péronisme, si bien que la relation entre élite et peuple, à cette époque, a été une relation réelle. L'Argentine des années 50 peut se flatter de son choix. Perón a transformé le pays. Grâce à lui, la classe populaire a hissé son niveau de vie. Il devient un mythe et gêne les militaires qui le chassent en 56. Le péronisme est désormais interdit sur le territoire, exil Perón qui se réfugie en Espagne. Durante el bombardeo fueron llamados los ciudadanos a Plaza de Mayo a fin de que fuera mayor la mortandad. Les locataires de la Casa Rosada sont durant les années qui suivent plus souvent galonnés qu'en costume cravate. 17 ans de régime martial éclaircis par de brefs intermèdes démocratiques. Plusieurs années de troubles obligent les militaires en 73 à autoriser le retour de Perón. Mais l'homme est plus usé que son mythe. Il meurt après quelques semaines de pouvoir. Place à la junte, place à la dette. Lorsque les militaires ont pris le pouvoir, la dette était de 7 milliards de dollars. Et lorsqu'ils l'ont quittée, elle était de 45 milliards de dollars. Ce qui veut dire que pendant que l'on enfermait et tuait des militants populaires dans des camps de concentration, on endettait massivement le pays. Il y a eu un Argentin qui a qualifié cette dette de délit et qui a intenté un procès contre le ministre de la junte militaire, Martínez de Hoz, qui a augmenté la dette extérieure. Le procès a démontré une co-responsabilité du FMI pour n'avoir pas enquêté sur les irrégularités. Et des banquiers qui ont prêté de l'argent, ainsi que des groupes économiques argentins qui ont organisé la fuite des capitaux à l'étranger. Il y a également une responsabilité politique du Parlement argentin, qui n'a pas déterminé à qui revenait la faute de cet endettement. Les figures clés de cet endettement sont Martínez de Hoz et Cavallo. Cavallo a été nommé président de la Banque centrale d'Argentine en 1982, une haute responsabilité sous la dictature. Il a été ministre de Menem et de la Rúa. Le grand responsable de cette dette illégale a continué à gérer les affaires économiques du pays. C'est pour cela que l'Argentine doit à nouveau dire « jamais plus ». Le niveau de corruption en Argentine est très élevé. Et s'il y a plus de 200 cas en cours de procédure, il n'y a presque pas de condamnation. Les investigations n'ont jamais abouti à un procès devant la Cour. Il y a beaucoup de procès. L'ancien président Menem, par exemple, est poursuivi dans de nombreux procès. Une cinquantaine de fonctionnaires menemistes sont actuellement en procès. La façon dont Menem a manipulé la justice est irréversible, y compris sous un nouveau gouvernement. Imaginons une vision optimiste, un manipulité à l'italienne. Je crois que même cela ne servirait à rien parce que la corruption est un problème culturel.
Entre protestation et répression, l'Argentine piétine. La Casa Rosada attend son prochain président. Vendredi 4 octobre, Costa Salguero, on se presse en grand nombre. On est venu se ressourcer, on est venu rêver de nouveau. Une idole est sur la scène pour un ultime récital. ¿Quién es responsable de esta caída vertical, libre de nuestro país? Es una verdadera vergüenza, es una aberración. Tenemos que volver a lo que era Argentina el 10 de diciembre de 1999 y por eso estamos trabajando. ¿Cómo es posible que en el país de los alimentos, donde todos los argentinos tenemos derecho a comer, haya más de 12 millones de argentinos que no lo pueden hacer? Les élections, certes, il faudra bien cependant un jour ou l'autre revenir à la question essentielle, la dette. L'Argentine de demain saura-t-elle faire la part des choses, entre impunité et chômage, entre pauvreté et FMI? Nous avons deux projets. L'un consiste à fournir du pain, du lait et du sucre à tous les enfants argentins qui sont dans la misère, soit 70% d'entre eux. Et l'autre prévoit une aide à l'enfance de 60 pesos pour payer l'alimentation, la scolarité et la santé. Comme la plupart des enfants sont pauvres, presque toute l'enfance en Argentine serait concernée. Une période très dure nous attend encore en Argentine. Nous n'avons pas de classe dirigeante. Cette douleur est inévitable, mais le pays va changer, il va changer en bien. La democracia democratizó la vida civil, pero no consiguió, no pudo. La démocratie a démocratisé la vie civile, mais elle n'a pas pu, ou elle n'a pas voulu, démocratiser l'économie. Nous avons retrouvé la liberté publique et, après la dictature féroce que nous avons vécue, ce n'est pas rien. Mais comme la vie des gens s'est détériorée au lieu de s'améliorer, les représentants politiques et les institutions sont totalement déconsidérés. En décembre 2001, l'Argentine a donné rendez-vous pour sa révolte sur la place de Mai. Un an plus tard, elle en contemple le spectacle. Curieux miroir devant lequel elle s'interroge. Sans doute la nostalgie du rang qu'elle a tenu dans le monde lui reste-t-elle parfois en travers de la gorge. Entre répression et protestation, elle poursuit seule son marathon. Un drôle d'ouvrage citoyen est au bout du chemin. Utopie, survie, on verra bien. L'Argentine est en train d'accoucher d'une autre Argentine, qui devra inclure toutes les expressions populaires comme la révolte des casseroles, les assemblées de quartier, les piqueteros, toute forme d'expression. Les pires, les meilleurs, les plus infantiles comme les plus élaborées, dont certaines sont probablement infiltrées. Faute de quoi, l'Argentine serait un pays lunatique et il y aurait une immense révolte nationale. C'est terrible ce qui arrive aux Argentins, mais on va lutter jusqu'à la fin. Nous sommes prêts à donner notre vie pour ce pays. Car nous ne voulons pas que nos enfants finissent par traîner dans les rues. Nous voulons avoir notre patrie. C'est ce que nous, les chômeurs, on veut par-dessus tout. En attendant, aucun des candidats en lice n'échappe à l'implacable consigne. Qu'ils s'en aillent tous. Comme si l'Argentine se méfiait tout autant des corrompus que des hommes miraculeux. À moins que tout ceci n'ait servi à rien. Et que ce pays,
pareil à d'autres, refuse de tirer les leçons du passé. Qu'est-ce que l'Argentine est encore capable d'inventer ? Au fait, aujourd'hui, il faut presque 4 pesos pour faire $1. Si todo lo que tengo lo he de dejar aquí, entonces ¿qué me queda para mí? Si todo lo que tengo te lo he de dejar a ti, entonces ¿qué me quedará cuando me entregue a ti? Si cuando yo me muera lo he de hacer por ti, entonces ¿quién se muere, quién se morirá por mí? Si cuando yo me muera lo he de hacer por ti, entonces ¿quién se muere, quién se morirá por mí?